Monde numérique. Donc, pour le coup, à la fois pour gagner du temps soi-même, mais pour réduire son impact, ça vaut vraiment le coup d'être bien formé pour savoir préparer des prompts qui soient les plus efficaces possibles, calibrer son modèle de la bonne manière, utiliser aussi le bon modèle et donc apprendre à bien se servir de ça, c'est indispensable sur la vidéo parce qu'en particulier, on va perdre beaucoup de temps et on va consommer beaucoup. On le sait, l'intelligence artificielle a un impact environnemental non négligeable. C'est notamment un gouffre énergétique. Bonjour Ludovic Moulard. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur développement durable chez 55, un cabinet de conseil spécialisé dans la data, partenaire du Shift Project, cette association française qui vient de rendre un rapport très alarmant sur l'impact de l'IA et notamment sa consommation électrique. Alors c'est quoi le problème ? Principalement les fameux data centers ? Alors oui, effectivement, lorsqu'on regarde l'impact de l'IA en général, aujourd'hui, tel qu'il est déployé, la technologie est déployée, c'est essentiellement les data centers qui pèsent dans l'empreinte carbone en particulier. Je vais prendre le cas de l'Europe. Ce qu'on constate, c'est qu'on a 100 TWh, par exemple, qui sont utilisés, donc en termes de consommation électrique, par les data centers. Mais la difficulté, c'est que dans les prévisions que l'on constate, dans les différents rapports qui ont été publiés sur ce sujet, et aussi dans les travaux de prévision qui ont été faits par le Shift, avec une méthodologie certes un peu différente, on voit une tendance très forte d'accélération qui conduirait d'ici 2030 à un doublement de cette consommation électrique. Et si je vais encore plus loin et qu'on va jusqu'en 2035, on risque d'arriver même à un x4 sur la consommation électrique des data centers. L'autre aspect, c'est que au-delà de l'électricité, pour alimenter ces data centers, c'est qu'évidemment, il y a tout un tas de matériel, en particulier le matériel informatique, pas seulement, mais en particulier celui-là, qui représente une part non négligeable de l'impact de ces data centers et qu'il faut ajouter à ça. Et qui a évidemment une empreinte carbone assez élevée. On sait que c'est des matériaux qui sont essentiellement transformés d'ailleurs en Chine aujourd'hui et qui demandent en plus pour l'intelligence artificielle encore davantage de ressources, encore davantage d'énergie pour l'extraction que ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant avec des processeurs classiques. Pour ce qui est de la consommation énergétique, alors, au fond, quel est le problème ? Parce que de l'énergie, on en a malgré tout. EDF en produit beaucoup, elle peut même en exporter. En France, 70% de nucléaire, on est plutôt les bons élèves de la classe. Notre énergie à nous, elle est quand même majoritairement pas si polluante que ça. Donc finalement, en quoi c'est un problème ? C'est la bonne question. Alors effectivement, la France est légèrement exportatrice d'électricité aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourrait se dire, finalement, pourquoi pas mobiliser cette électricité et s'en servir pour l'intelligence artificielle. Sauf que évidemment, cette électricité, on va en avoir besoin pour un paquet d'autres choses, notamment la transition énergétique, notamment la réindustrialisation. Enfin voilà, on a besoin quelque part, parce que justement, on n'est pas, nous, un pays avec des énergies fossiles en grande quantité disponibles sur notre territoire, on va avoir besoin d'avoir recours à cette électricité pour décarboner, mais aussi pour développer notre propre économie, tout simplement, au travers de cette réindustrialisation. Donc, si on veut pouvoir faire tout ça, si on veut pouvoir aussi alimenter demain nos véhicules électriques, etc., on va avoir besoin de cette électricité. Donc tout cet enjeu-là de dire je mobilise cette électricité pour mon intelligence artificielle, ça poserait problème. Et puis l'autre aspect, c'est que quand on regarde la consommation électrique, la quantité d'électricité qui est exportée aujourd'hui, elle reste insuffisante par rapport à l'augmentation que je viens de décrire. Donc c'est embêtant. Mais il y a aussi une capacité de production qui s'accroît et qui est amenée à s'accroître, non ? Alors Avec effectivement. les EPR, avec, on parle maintenant des mini-réacteurs, et cetera. Alors effectivement, en France, en tout cas, En France, ouais. sur cette partie-là, parce que on sait bien qu'en plus une très grosse partie des data centers ne sont pas du tout en France ou en Europe.
ils sont essentiellement Oui, aux mais il États-Unis. y a un vaste, il y a une grande ambition d'en développer, toujours Tout à fait, plus, non, bien malgré sûr. tout en France. Ouais. Mais, au-delà de ça, il y a une ambition aussi de développer notre capacité électrique, mais il faut pas oublier aussi que cette capacité électrique, elle nécessite des investissements importants et que la raison pour laquelle on veut l'augmenter, c'est parce qu'on en a besoin pour tous les sujets que je viens d'évoquer. Typiquement, si en 2035, si ça se poursuit sur cette tendance-là, on a, plus de production de véhicules neufs thermiques, il va falloir une quantité d'électricité importante pour pouvoir, se déplacer en Europe. Donc on va avoir besoin de cette électricité-là, pour ça, à minima. Et je ne parle pas évidemment des sujets de réindustrialisation. On peut parler du cas de l'acier, hein, avec ArcelorMittal et leurs installations, heu, d'acier, basées sur l'électricité. Donc ça, c'est voilà, c'est des projets qui sont déjà, lancés, qui veulent réaliser. Il va falloir mobiliser une quantité d'électricité importante si on veut réussir à faire tout ça. Et enfin, il y a un autre aspect que je voulais évoquer et qui est bien décrit dans le rapport du Shift, c'est l'aspect local. C'est-à-dire que quand on implante ces data centers, ils sont implantés dans des régions particulières. Donc, par exemple, je sais pas, la région de Marseille, hein, c'était un projet en cours. Et évidemment, la pression sur le réseau électrique, elle est faite à cet endroit-là. La pression aussi sur l'eau, hein, parce qu'il faut aussi de l'eau pour refroidir le data center et il faut de l'eau pour la production d'électricité aussi. Et cette demande en électricité en eau locale, on en a besoin pour les industries locales. Donc là, on commence à avoir des conflits d'usage qui vont naître. Et on a deux exemples qui sont évoqués dans le rapport de Shift là-dessus. Le premier, c'est l'Irlande. Donc l'Irlande, par exemple, c'est un cas très intéressant. Euh, L'Irlande a développé évidemment une activité très importante autour des data centers. En 2015, les data centers en Irlande, ça représentait 5% de leur consommation électrique, ce qui était quand même déjà important. Et en 2022, ça a atteint 18% de leur consommation électrique, ce qui équivaut à la conso électrique de tous les logements urbains en Irlande. Donc c'est colossal. Mais en plus, c'était surtout dans la région de Dublin. Donc la difficulté, c'est que l'opérateur d'électricité, à un moment donné, a refusé des nouveaux projets de data center, parce qu'il y en avait, hein, c'était très pertinent pour les acteurs, les GAFAM, d'aller installer des nouvelles capacités pour l'IA. Mais de fait, cet opérateur d'électricité voilà, ne raccordait pas ces data centers, on n'était pas capable de fournir. Et donc, ça a imposé une sorte de moratorium, de fait. Pas un moratorium qui est tombé par une loi ou une régulation quelconque, mais parce qu'il n'y a pas l'électricité. Il n'y Et a pas la donc, ressource, quoi. vous avez un certain nombre de projets qui n'ont pas vu le jour. Ça, c'est quand même, important. Et il y a eu, ce qui est intéressant aussi, l'abandon d'un paquet de projets immobiliers en Irlande. Parce que, c'est pas la peine d'installer des bâtiments, si on peut pas, avoir, l'électricité pour les alimenter. Donc, il y a une concurrence d'usage aussi qui est née, en Irlande, sur ce sujet-là. Donc on voit que ce cas irlandais, il est intéressant et si on commence à développer tout ça, en France, on risque d'avoir ces difficultés locales. Et donc ce que dit, ce rapport du Shift Project, c'est que, bah, en gros, c'est pas soutenable, donc on peut pas. Mais alors quelle solution? Parce qu'on va pas arrêter l'IA, est-ce qu'il y a des options de substitution? Alors ça, c'est voilà, c'est effectivement la teneur du rapport, c'est la croissance effectivement de consommation d'électricité d'une part, mais aussi de demande en matériel d'autre part, est pas du tout soutenable. J'ai parlé de la France, mais si on parle des États-Unis, pour expliquer pourquoi ça l'est pas, pourquoi ça n'est pas soutenable, en tout cas, c'est incompatible avec les objectifs, de décarbonation, et notamment les accords de Paris. C'est qu'aux États-Unis, la demande en électricité est tellement rapide pour, les capacités des data centers que, forcément, on a recours à l'énergie fossile et en particulier au gaz, voire au charbon. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide, d'aller déployer des nouvelles capacités au gaz que de déployer suffisamment de capacités à l'énergie renouvelable ou au nucléaire. C'est beaucoup plus rapide, il y a déjà des centrales qui existent, il suffit d'augmenter leur capacité et on y arrive, voire c'est plus rapide aussi de construire des nouvelles centrales sur ces sources-là. Donc la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que c'était pas prévu au programme qu'il y ait toute cette demande en électricité et donc ça se fait à grand coût d'énergie fossile. Quoi Mmh, ça veut mmh. dire? Parce qu'ils ont beaucoup moins de scrupules que nous, par rapport à ça.
parce qu'ils ont une politique différente en tout cas, c'est Ouais, enfin, ils ont lâché la trajectoire, qui est encore la nôtre aujourd'hui, quoi. voilà et Mmh. donc forcément, cette croissance de capacité, extrêmement rapide aux États-Unis, elle pose un problème de soutenabilité. Les big tech américaines justement, les Google, Microsoft, Amazon, tout ça, ils en sont presque à produire leur propre énergie aujourd'hui, hein, avec, notamment les mini réacteurs nucléaires. Finalement, est-ce qu'ils vont pas, se petit à petit se détacher du réseau de monsieur, madame, tout le Mmh. monde? Alors oui, vous avez raison, il y a des innovations qui sont faites sur ces sujets, mais c'est encore une fois un problème d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que, ils développent effectivement des solutions formidables, que ce soit d'ailleurs sur la production d'électricité ou sur l'optimisation énergétique. Sauf que Ouais. quand on met Mmh. bout à bout tous ces sujets, en réalité, on n'arrive pas du Ça le tout fait pas. au niveau de la demande en électricité et c'est ce que montre très bien ce rapport du Shift. Il y a tout un chapitre là-dessus qui montre que malgré toutes ces optimisations, en fait, on a une augmentation drastique de la demande en électricité. Donc c'est voilà, on peut pas compter là-dessus et puis il y a un autre aspect, c'est le côté, court terme. En fait, on en a besoin maintenant, de la capacité en électricité pour ces choses-là et donc développer même mini réacteur, ça se fait pas en 6 mois, ça prend un petit peu de temps et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir recours aux fossiles, et une fois qu'on a installé ces capacités fossiles, on n'aura peut-être pas envie de les enlever. Ça va être plus compliqué de rebasculer sur autre chose, Mmh. et le rapport du Shift d'ailleurs s'est basé sur, heu, la question de l'offre, c'est-à-dire quels sont les projets, qui sont en construction pour évaluer la demande en électricité, qui sont prévus en tout cas par les acteurs, hein. Quels sont les projets de data center pour estimer la demande supplémentaire en électricité. Donc pas tellement en partant de l'usage, c'est-à-dire en se disant: ben finalement, est-ce qu'il va y avoir plus d'utilisateurs ou pas?» mais plutôt quelle va être l'offre qui va être disponible sur ces sujets. La seule manière d'endiguer, l'effet rebond lié à toutes ces technologies, en particulier du numérique, c'est-à-dire le fait que, je vais développer toujours plus de capacités, donc je vais développer toujours plus d'usages et donc je vais enfin, vous voyez le cercle vicieux dans lequel on peut rentrer. Même si j'ai une amélioration de mon efficacité énergétique, parce qu'il y a énormément de progrès qui sont faits là-dessus, mais ils sont très insuffisants aujourd'hui par rapport à la demande qu'on a liée à l'IA, pour contenir ça. Et donc, pour éviter cet effet-là, le meilleur moyen, c'est de mettre des quotas. C'est d'imposer une trajectoire quelque part en termes de demande en électricité pour ces infrastructures-là. Mais ça veut dire quoi, limiter les usages de l'intelligence artificielle? Alors, pas nécessairement limiter les usages, ça c'est peut-être un autre débat, mais sur ce sujet énergétique, l'idée c'est de limiter la consommation, la demande en ressources. Si on contraint les ressources, si on dit: «Bah, voilà, on a un budget en électricité, un budget, pourquoi pas en émissions de gaz à effet de serre d'ailleurs, hein, ça pourrait être ça, et on doit respecter ce budget et ben, du coup, on va dimensionner, les infrastructures, adapter les usages en fonction de ça. Donc ça obligera les acteurs à trouver des méthodes pour être encore plus efficaces sur le plan énergétique, pour éviter ces effets rebonds, les endiguer. C'est la logique de partir de cette logique de budget, de la même façon qu'il y a un budget, financier, économique, avoir un budget, carbone, un budget électricité, ça Ouais. permet d'encadrer les acteurs pour que, ils travaillent, des usages qui soient peut-être les plus pertinents, les plus efficaces possibles. Qu'est-ce qui consomme le plus aujourd'hui? On assiste à un boom de la génération d'images et notamment d'images vidéo, par Mmh. intelligence artificielle. C'est ça aujourd'hui qui pose problème? Alors là, je peux parler un tout petit peu de 55 parce que nous, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler, en particulier la génération de vidéos pour essayer de comprendre, derrière les différents cas d'usage de génération de vidéos, de quoi on parle en termes de consommation énergétique, empreinte carbone, consommation d'eau, mais aussi, quelles sont les bonnes pratiques? Parce qu'un des points dont j'ai pas parlé, c'est qu'aussi en tant qu'utilisateur, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour limiter ces impacts environnementaux. La première chose, c'est évidemment, bah, la loca le lieu où se situent les data centers, parce qu'en fonction de l'endroit, l'électricité est pas produite de la même manière. J'en ai parlé tout à l'heure. Si elle est produite au gaz, au charbon, c'est pas la même chose que si elle est produite au nucléaire ou au renouvelable, a fortiori. Donc déjà, lorsqu'on peut, choisir, le lieu où, va être traitée la donnée, on va pouvoir, réduire considérablement son impact. Donc c'est Typiquement, mieux de faire des data centers en France que de les faire aux États-Unis? bah, sur ce principe-là, oui, mais après, encore une fois, en ayant en tête la contrainte que je décrivais tout à l'heure,
locale. C'est-à-dire l'idée, c'est si on se met à développer massivement sans avoir de mesures pour éviter les effets rebonds derrière, en fait, c'est la course à l'échalote. En fait, on n'arrivera jamais à s'en Mmh. sortir. Donc, pour le coup, à la fois pour gagner du temps soi-même, mais pour réduire son impact, ça vaut vraiment le coup d'être bien formé pour savoir préparer des prompts qui soient les plus efficaces possibles, calibrer son modèle de la bonne manière, utiliser aussi le bon modèle par rapport à ce qu'on veut faire, parce que franchement, ils n'ont pas toutes les mêmes capacités. Chacun a ses spécialités quelque part, a son comportement. Et donc, apprendre à bien se servir de ça, c'est indispensable sur la vidéo, parce qu'en particulier, on va perdre beaucoup de temps et on va consommer beaucoup d'énergie. Sur les images, sur le texte, c'est aussi le cas. Je pense au traitement d'images. Je disais, voilà, dans le groupe auquel on appartient, nous 55, il y a énormément d'entreprises qui font la génération de créa. Et donc ça, il y a tout un savoir-faire de dire: «Bah, c'est tel modèle qui va me permettre de travailler tel aspect, et tel autre qui va me permettre de faire ça». Ça, c'est un point indispensable à connaître, à maîtriser par rapport à son métier, de savoir utiliser le bon modèle. Et puis évidemment, un autre aspect, c'est la taille des outputs. Donc des vidéos, ça sert à rien d'essayer avec un modèle de produire directement une vidéo très longue. Parce qu'en plus, généralement, quand on veut faire une vidéo, on fait pas un plan séquence, hein, on fait plutôt, on fait pas un seul plan plutôt, même, c'est même pas. Mmh mh. On fait plusieurs plans. Oui, c'est des Heu, petits bouts, c'est du kit. voilà, on va C'est plutôt faire des petits bouts, exactement. Et donc de toute façon, comme la taille de l'output est quelque chose qui est très dimensionnant dans, le temps total de traitement, dans la puissance de calcul mobilisée, ça vaut vraiment le coup de travailler là-dessus. Un exemple là-dessus, c'est, lorsqu'on, utilise un LLM et qu'on prompte, peut-être qu'on veut un résultat très court. Dans ce cas-là, il faut le stipuler et puis il faut accessoirement paramétrer son LLM pour ça, pour éviter de se retrouver avec des résultats très longs, ce qui demande beaucoup plus d'énergie, et qui en fait ne nous satisfait pas. donc il faut savoir prompter à l'économie. Exactement. Alors ce qu'on a constaté typiquement au travers de l'étude que nous on a menée chez 55, c'est que entre un utilisateur, sur la partie génération d'images, hein, entre un utilisateur qui est chevronné et un utilisateur débutant, c'est un rapport qui va entre fois 20 et fois 50 en termes de nombre de prompts avant d'arriver à un résultat. Donc ça montre bien la différence que c'est, quand on est bien formé, quand on comprend vraiment comment se servir des modèles, le volume qu'on peut, économiser. Et pareil, si je reviens quelque part à mon affaire de limitation de l'offre, si on a une offre qui est, quelque part contrainte par les ressources disponibles, nécessairement ce travail de formation, de pré-prompt, d'accompagnement de l'utilisateur dans l'usage des modèles, il sera certainement beaucoup plus important. Et les modèles eux-mêmes, il y a des choses à faire. On parle beaucoup des IA frugales, et cetera. C'est une piste, sérieuse ça? Alors là-dessus, l'IA Frugal, il y a notamment une norme de l'AFNOR, sur ce sujet qui est vraiment intéressante à aller creuser pour les acteurs, du secteur. Mais, si on suit cette norme et si on essaye de concevoir des systèmes, d'IA qui sont beaucoup plus frugaux, forcément on va, améliorer les choses. Pour autant, comme je viens de le décrire, enfin comme j'ai expliqué tout à l'heure, il ne faut pas négliger l'effet rebond. C'est-à-dire que si d'un seul coup c'est très efficace sur le plan énergétique, on va peut-être avoir envie de s'en servir, 10 fois plus. Et il faut aussi, enfin, on peut pas uniquement, compter sur l'IA frugale pour, éviter les problèmes dont je Mmh. parlais tout à l'heure. Il faut les 2 Ouais. en fait, il faut les 2. Ouais, vous faites pas un métier facile, hein, parce que on a beau tourner le problème dans tous les sens, vous êtes en train de nous dire que de toute façon, en gros, il faut se contenir et il faut prompter moins, quoi. Compter Mais moins, c'est prompter mieux. irréaliste parce que c'est le contraire qui est en train de se produire. Tout à fait. Alors après, Mmh. voilà, la transition, ça va pas se faire en un jour. Il faut aussi Ouais, ouais. apprendre, sur ces Et puis sujets. il va y avoir de plus en plus d'utilisateurs des outils d'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors un Ouais. des autres aspects qui est mis en avant dans le rapport du Shift par rapport à ça, c'est sur les usages. Mmh. On peut aussi, évaluer quelque part ces cas d'usage et il y a plein de façons de les mener. Si ce cas d'usage, il est pas du tout compatible avec une trajectoire, il y a un outil dans le rapport du Shift qui permet de faire ça. S'il est pas compatible avec une trajectoire de décarbonation, si, on fait que faire augmenter les émissions, bah, évidemment, il faut peut-être pas le faire ou en tout cas, il faut peut-être le faire autrement. Soit sans IA, parce qu'il y a d'autres outils qui peuvent, tout à fait y répondre, ou alors, si on fait de l'IA, il y a la manière. L'exemple que je cite toujours, c'est, Mmh. un client automatiser, des demandes qu'il reçoit. Donc il reçoit des demandes par mail, des briefs,
avec un certain nombre de caractéristiques dans le brief et il a envie de générer des réponses automatiques. Finalement, on trouve plein de lieux communs dans les briefs. Donc, à partir du moment où on a généré une batterie de réponses grâce à l'intelligence artificielle, qui sont bien fichues, qui sont bien structurées, qui donnent bien les bonnes informations, on n'a pas besoin d'avoir recours à l'intelligence artificielle à chaque nouvelle demande. On peut tout simplement sauvegarder cet élément et le livrer en fonction des cas. Voilà, c'est un exemple, mais vous voyez, il y a plein de façons de faire pour éviter de remettre une pièce dans la machine à chaque fois. Mais ça aurait un impact réel, ça? Ah ben Ou complètement, c'est un cas ouais? d'usage comme celui-là, on peut diviser par 100, l'impact carbone sur l'année. Enfin, je veux dire, il y a pas d'enjeu. Puisqu'on aura fait finalement que quelques dizaines de prompts, c'est tout et le cas d'usage va marcher jusqu'à ce qu'on ait envie de renouveler heu, les réponses qu'on a envie d'apporter. C'est quand même, beaucoup plus faible que si, à chaque fois qu'il y a une demande qui tombe, je fais appel à un LLM et je réponds, ça. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Bon alors ça veut dire quoi? On a culpabilisé avec internet, on a culpabilisé avec la 5G, avec le streaming, il faut aussi culpabiliser avec l'IA, Ludovic Moulard? Bah, la culpabilité, c'est pas un sentiment très positif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'enthousiasme qu'on peut avoir dans le fait de construire des modèles frugaux, dans le fait de, savoir bien utiliser une technologie de manière efficace, trouver des astuces, des moyens d'être, beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait, sans, pour autant avoir recours à davantage de ressources et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ça amène beaucoup d'enthousiasme dans les équipes quand on aborde le sujet par ce moyen-là et Mmh, accessoirement, ça demande un peu plus de technicité, ça demande de ouais. connaître davantage et donc ça crée des personnes plus smart sur ces sujets-là. Sans qu'on redevienne des Amish pour autant, quoi. Sans redevenir des Amish. Non mais l'enjeu, c'est pas ça. Vous avez mauvaise conscience quand vous utilisez ChatGPT? Hem, je sais pas si on peut appeler ça mauvaise conscience, mais en tout cas, je fais attention à ce que je fais. Donc les gens comme moi qui ont 3 onglets, ChatGPT ouverts, simultanément, 24 heures sur 24, c'est pas bien, quoi. Forcément, ça veut dire que vous faites beaucoup de prompts, mais c'est Ouais, après l'émettre comme un jugement de valeur, voilà, je le passerai pas comme ça. Je pense que l'idée, c'est pas comme ça qu'on va progresser quelque part d'avoir des jugements de valeur, mais plutôt, de se dire: «Bah, en fait, enfin, comment on pourrait faire autrement, quoi?» ouais. Qu'est-ce qui permettrait de réduire? En fait, tout un chacun, on peut, par rapport à l'usage qu'on a aujourd'hui, se dire: «Bah, comment je fais pour le réduire demain?» C'est plutôt comme ça qu'on peut prendre le problème, plutôt que de se culpabiliser et de rien changer. Ça aidera personne Mmh. ou de fustiger ceux qui, n'ont pas les pratiques qu'on aimerait, voir. Puis on a nos travers, hein, il y en a c'est Non, bien, parce il y en qu'on a a c'est d'autres choses, hein, voilà. voilà, on a déjà eu, la vidéo coupable, la 5G coupable. Si en plus maintenant on doit avoir l'IA coupable, bon, voilà, je pense qu'on n'est pas mûrs, Bon, enfin, merci beaucoup Ludovic Moulard, directeur développement durable chez 55, cabinet de conseil spécialisé dans la data et partenaire du Shift Project.